Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme d'habitude, devant les JPN, devant l'inspection générale de la police nationale. Car, comme vous le savez, ça fait exactement 2 ans et demi, on lutte face à l'abus de pouvoir de certains policiers qui sont soit racistes, soit délinquants, soit haineux. Après, nous, on a toujours été clairs. C'est pas une majorité, c'est une minorité, mais qui fait croire que c'est une majorité. Car il y a beaucoup de policiers intègres qui ne dénoncent pas leurs collègues. Et lorsqu'on ne dénonce pas, on est complice. Mais à un moment donné, il faut que nous, la majorité silencieuse, on leur donne les armes pour qu'ils puissent dénoncer leurs collègues. Et pour ça, tout est politique. À un moment donné, si on n'est pas dans les instances exécutives, si on n'est pas là à légiférer, si on n'est pas là à trouver des solutions afin que les policiers intègres puissent être sûrs d'eux pour pouvoir dénoncer leurs collègues, eh ben ça ne va jamais avancer. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire les menteurs. Il faut arrêter de faire les mythos. Et nous, dans nos quartiers, dans nos cités, là je parle vraiment de ce que je connais car j'ai grandi en banlieue, on vit exactement le même phénomène. Demain, il y a des personnes, jamais de la vie, vont balancer leurs collègues alors que leurs collègues vont commettre des crimes ou des actes de délinquance. Eh bien, eux, les policiers, c'est la même chose. Certains policiers, c'est la même chose. Dommage, car à la base, un policier, il signe un code de déontologie et il a un devoir d'exemplarité. Ça, on le sait tous. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans un système où, surtout le système policier qui est très corporatiste, ils fonctionnent comme des délinquants, certains policiers. Ils fonctionnent comme de la vraie racaille au col bleu. Et ça, à un moment donné, il faut se l'interdire. Et là, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a été clair. Que ce soit une infraction, que ce soit un délit, que ce soit un crime commis par un agent de la police nationale qui est un gardien de la paix, car les forces de l'ordre, ça n'existe pas. C'est des gardiens de la paix qu'on signe un code de déontologie. Et pour signer ce code de déontologie, ils ont fait une formation exactement de... Attends, moi je vais mettre quand même, je sortir de la route. Alors, attendez, je vais mettre quand même derrière les JPN, comme ça j'ai un beau... Allez, les JPN, c'est là les JPN, voilà. On se voit les JPN en même temps. Voilà, c'est derrière moi les JPN. Voilà. Ils ont passé une formation de 12 mois exactement pour conquérir un grade de catégorie B. Ensuite, ils passent une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat de police afin d'être agent d'État, gardien de la paix. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on a des policiers assermentés par l'État qui commettent des actes de délinquance, des crimes et des délits. S'il vous plaît, il faut vraiment qu'on élève le débat politique. Vous avez bien vu, j'ai été tête de liste pour les européennes de mai 2019. On a fait exactement 3500 voix à l'échelle nationale. C'est énorme. Car nous, on est sûrs et certains, par contre, les 3500 personnes qui ont voté pour notre liste, c'est des gens conscientisés. Et il y a peu de partis politiques aujourd'hui qui peuvent se targuer de dire que des gens vont voter pour eux, mais conscientisés. On est en campagne Ho Chi Minh. Ceux qui ont suivi le mouvement de La Révolution est en marche, exactement depuis septembre 2018, on est en campagne Ho Chi Minh. C'est qui Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, c'est un révolutionnaire de l'Indochine qui a gagné face à l'impérialiste français. C'est un révolutionnaire qui a gagné face à la guerre du Vietnam, qui a gagné face à l'impérialiste des États-Unis. Ça, ne l'oubliez jamais. Et nous, on est en campagne Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh, sa force, c'était quoi? C'était pas son armée, c'était pas sa détermination. C'est qu'il connaissait les besoins de son pays. Il connaissait les besoins du peuple. Il savait qu'est-ce qu'il avait besoin, son peuple. Et comme ça, il a réussi à soulever son peuple. Mais surtout, Ho Chi Minh, il a ramené le principe de la guérilla. C'est quoi la guérilla? La guérilla, c'est lorsqu'on connaît son territoire. La guérilla, c'est lorsqu'on connaît les tunnels. La guérilla, c'est lorsqu'on attaque, mais eux, ils n'attendent pas lorsqu'on va attaquer. Et bien nous, c'est ce qu'on est en train de faire devant vos yeux depuis 2 ans et demi. On s'est donné 10 ans, nous. Nous, on est patients. On est très patients. Les coups, j'en ai mangé. Des coups, j'en ai eu. Ils m'ont ramené chez moi des policiers cagoulés armés. Là, le 21 juin 2019, je passe au jugement au tribunal de grande instance de Paris à Place Clichy, à Porte Clichy, exactement. Ceux qui veulent voir un révolutionnaire en direct, ceux qui doutent de nous, pensent que nous, on est des politiciens à la Macron. Eh bien, venez ce jour-là. Je vous invite, vous, les 50 personnes. C'est à Paris, c'est gratuit, c'est à 13h30, c'est le jour de la fête de la musique. Après le jugement, allez faire la fête à Paris. Mais venez ce jour-là. Là, c'est un jugement face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui pèse exactement 180 millions d'euros. Vous allez voir notre avocate, Maître Semama, barreau de Paris. Vous allez voir comment elle va plaider. Vous allez voir, moi, comment je serai face au magistrat du siège, face au magistrat du parquet. Car moi, à titre personnel, ces personnes-là, ils ne me font pas peur. Et là, je suis devant les GPN. Derrière moi, vous voyez pas le drapeau de la France, là? Regardez, il est là, le drapeau de la France.
Là, je suis devant l'IGPN. Ils sont tous en train de me regarder. Car moi, je vous sollicite vous. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on a des policiers assermentés par l'État qui se permettent les pires atrocités et qui sont pas sanctionnés par la hiérarchie. Ils ne sont pas sanctionnés par la pyramide des normes. C'est pas normal, s'il vous plaît. Et là, je fais un message à tous les policiers intègres. Nous, la population, dite la majorité silencieuse, on a un devoir de s'organiser politiquement afin d'être dans les instances législatives et exécutives afin de faciliter aux policiers intègres de dénoncer leurs collègues. Il faut qu'ils dénoncent leurs collègues, les policiers intègres. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, la chance que l'on a, nous, on a plus de 15 policiers en activité dans nos rangs. Au sein du mouvement La Révolution est en marche. C'est-à-dire, moi, à chaque réunion que je fais, j'ai des policiers en face de moi. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas me dire que je suis un anti-flic, c'est pas possible. Oumar Njay, avec qui, vous avez bien vu ceux qui ont vu les photos à Aulnay-sous-Bois, tête de liste et tout, etc. Le petit Blackos, le petit Renoir, le petit Noir, le petit Black, comme ils nous appellent les sémantiques, pour moi, à titre personnel, c'est un peu péjoratif. Lui, son frère, c'est un policier en activité. Son petit frère, il est policier en activité alors que je vous parle. Donc nous, je sais vraiment que les 60 personnes vont retenir vraiment cette phrase-là. Nous ne sommes pas des anti-flics. Nous ne sommes pas dans le principe tous les policiers, c'est les mêmes. Ça, on l'a toujours dit depuis le début du mouvement La Révolution est en marche. Car nous, on a toujours prôné un rapprochement police-population. Nous, on a toujours été clairs. Tous les policiers intègres, il faut les valoriser. Tous les policiers intègres, il faut leur donner les armes afin qu'ils puissent faire un travail convenable et respectable au sein du territoire français. Tous les policiers intègres, il faut faire en sorte que lorsqu'ils puissent dénoncer un méfait de leurs collègues, ils puissent être protégés par leur hiérarchie. On a toujours dit qu'il y a 3 choses à changer en France. L'institution policière, elle est trop corporatiste. Il faut la remettre à plat. Car l'institution policière, elle a été créée exactement, qu'on connaît nous, en 1941, lorsque le maréchal Pétain, il était à la tête de la France avec le régime de Vichy. Et le maréchal Pétain, pour tous ceux qui connaissent l'histoire, le maréchal Pétain, c'est un traître. Ce qu'il a fait pendant la bataille de Verdun, ça c'est le passé. Moi, je m'arrête au dernier fait historique. C'est un traître. Il a vendu la France. Il a sali la France. Il a sali l'institution policière. Elle n'a jamais été réformée. Ensuite, la deuxième chose, c'est les syndicats de police, comme Alliance Police Nationale. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on a des syndicats de police qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, on a des syndicats de police qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. Regardez, lorsqu'il y avait les gilets jaunes, ils ont voulu faire les gilets bleus. Lorsqu'ils sont allés à l'Elysée, ils ont été reçus à l'Elysée. Lorsqu'ils ont réussi à avoir la 300 €, on les a plus jamais entendus. On les a plus jamais entendus. On les a jamais entendus par rapport au taux de suicide incroyable qu'il y a dans l'institution policière. On les a jamais entendus par rapport aux conditions de travail pénibles qu'ils ont les agents de police. On les a jamais entendus par rapport au fait qu'il y a des policiers qui commettent des actes incroyables en direct sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ils ont le devoir de les dénoncer. Ils les dénoncent jamais. Et bien ça qui crée une frustration chez la population française. Alors que c'est un syndicat de police, il faisait son travail, c'est-à-dire défendre l'intérêt des policiers, et bien ceux qui ont dénoncé les violences policières sont déjà les syndicats de police. Car lorsqu'il y a un policier mal intentionné qui commet des actes de délinquance, de violence ou une infraction, ça jette l'opprobre sur toute la corporation. Et c'est pas normal. Et la troisième chose, c'est vraiment faire en sorte que les préfets soient responsables. Par exemple, aux États-Unis, on va dire les préfets, les gouverneurs, ils sont élus par le peuple. Ils sont élus. Et bien normalement en France, on doit faire la même chose. Les préfets doivent être élus par le peuple. Comme ça, au moins, on sait que le préfet, s'il ne fait pas bien son travail, on le change. En France, il y a exactement 250 préfets. En France, il y a exactement 250 préfets. Il y a 100 préfets hors cadre, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune affectation. Il y a 150 préfets qui ont une affectation. Aujourd'hui, personne ne connaît son préfet. Et si on voit les préfets, nous, aujourd'hui en France, c'est lorsqu'il y a un feu, ils vont venir faire une allocution devant la télévision française. C'est des secrétaires en gros. Mais le préfet, il ne faut pas oublier ses prérogatives. Il a une autorité envers les structures d'État. Il est loyal envers le projet gouvernemental. Il est le représentant des ministres à l'échelle territoriale. Il est garant du bon fonctionnement des services d'État. Il est garant de l'application de la pyramide des normes sur les collectivités territoriales. Le préfet, c'est pas n'importe quoi en France, s'il vous plaît. Et là, les préfets ne sont pas assez responsables. Ils ne sont pas responsables du tout. Car moi, jamais de ma vie, je vais un préfet venir au plein cœur des 3000 à Aulnay-sous-Bois essayer de trouver une solution avec la population. Les choses que fait le préfet de la Seine-Saint-Denis lorsqu'il y a des risques entre la population et les policiers, eh bien, il envoie les CRS.
On refait une occupation. On a l'impression de revenir au temps colonial. Et ça, c'est pas normal. S'il vous plaît, la France, elle mérite mieux que ça. Et là, moi, je parle en face de moi, il y a du monde qui me regarde depuis tout à l'heure. Il y a du monde en face de moi. Mais voilà, je suis tellement déterminé que... Parce que là, je crois qu'il y a des bureaux, il y a du monde qui sont en train de fumer leur clope. Voilà. Mais faire montrer, je suis déterminé. Moi, j'ai plus de honte. Moi, j'ai dépassé. Mais sans vous, sans les 65 personnes, on ne peut rien faire. Non, vous devez liker, vous devez partager. Les gens s'arrêtent sur les européennes. Mais nous, les européennes, c'était qu'une étape. Ça fait 2 ans et demi, on lutte. Et nous, on a toujours dit, après les présidentielles 2022, on fera le bilan. Vous avez vu, moi, Adama Traoré, je donne ma vie pour vous. Je me donne les moyens pour vous. Pour preuve, je vais rentrer en bac+5 en communication politique, publique, nationale et européenne. C'est un master, bac+5. C'est pas pour moi que je le fais. Moi, je le fais pour vous. Car lorsque vous allez dire que le cofondateur du mouvement La Révolution est en marche, il lutte sur le terrain, il a des combats concrets gagnés, exemple face au ministre de l'Intérieur, et en plus de ça, il est diplômé, vous aurez une certaine crédibilité de parler du mouvement La Révolution est en marche. Mais ça, au final, c'est que des titres. Mais le plus important, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, moi, à titre personnel, je ne tolère plus les phrases qui divisent la population française. Je ne tolère plus les phrases qui mettent les 240 000 policiers en comptant les gendarmes dans le même sac. Moi, je vous le dis droit dans les yeux. Il y a plus de policiers intègres que de policiers pas intègres. Il y a plus de policiers qui veulent faire bouger les choses que de policiers qui veulent rester dans une posture. Mais au jour d'aujourd'hui, le corporatisme il est trop puissant dans leur rang. Regardez là, l'IGPN. À chaque fois que je vais à l'IGPN, je suis toujours bien accueilli. Mais j'ai fait plus de 5 plaintes à titre personnel pour me protéger. J'ai jamais eu de réponse. Et ils sont venus chez moi cagoulés armés. Et ma femme, ils l'ont plaqué contre le mur. Et chez moi, ils m'ont fait une strangulation. Ma fille Syrah, elle a 4 ans, quand elle voit des policiers, elle pleure. J'ai jamais eu de réponse. J'ai été sorti d'une salle de spectacle. Ils m'ont tiré dessus exactement à plus de 3 reprises. Sans raison, sans rien. La preuve, j'ai pas été incarcéré, j'ai pas été. J'ai rien risqué. Eh ben, il n'y a pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème, les policiers. Là, il y a un monsieur Gassama, un policier de la BAC de Bobigny, je dis bien son nom, car à un moment donné, la racaille au col blanc, il faut la nommer. Et ce monsieur Gassama, c'est une racaille au col blanc, à Bobigny, un agent de la BAC, que toute la population, toute la majorité silencieuse, ils le connaissent. Eh bien, ce mec-là, il fait ce qu'il veut dans sa ville. Et ça, c'est pas normal. Et dans toutes les villes, surtout dans tous les quartiers, dans toutes les cités, on connaît tous un policier ou une policière qui fout la zizanie dans la ville. Et personne ne bouge. Et nous, on est sous bois au 3000, on est exactement à Barberousse, que tout le monde savait qu'il faisait du sale, comme on dit chez nous. Et bien au final, il a tellement fait sale qu'il a mis une matraque dans l'anus de Théo à plus de 10 cm. C'est nous les premiers fautifs. C'est nous les premiers fautifs. Et nous, on est là à dénoncer, à pointer du doigt les policiers car ils ne dénoncent pas leurs collègues. Mais nous, si déjà la majorité silencieuse, on ne dénonce pas les policiers racistes, délinquants ou haineux qui font du mal à une large partie de la population française. Et bien comment nous, on peut se targuer ou on peut être assez vindicatif sur certains policiers qui ne vont pas dénoncer leurs collègues? Alors que nous-mêmes, déjà, on ne s'organise pas politiquement. Nous-mêmes, on ne veut pas être dans les instances exécutives afin de légiférer pour faire en sorte d'avoir des institutions assez puissantes qui vont faire que lorsqu'un policier voudra dénoncer un de ses collègues, il sera entendu. Mais il sera protégé par nous, la majorité silencieuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut vraiment qu'on élève le débat politique. Il faut vraiment qu'on puisse donner les armes aux policiers intègres de dénoncer leurs collègues. Et moi, je sais que dans les 140 personnes, il y a des policiers qui regardent en direct. Car moi, je sais, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu plus de soutien de certains policiers que de gens de cité. C'est une réalité. Moi, quand j'allais mobiliser chaque semaine devant l'Élysée, et moi j'avais un policier à chaque fois de la CGT, il me disait Adama, continue, lâche pas. À chaque fois. Alors, quand je suis venu là à l'IGPN, la première question qu'ils m'ont posée, alors Adama, les élections, ça dit quoi? Et moi, ça me touche comment des policiers me disent ça. La première chose qu'ils m'ont dit, alors Adama, les élections, t'as fait combien? Le policier, je lui ai dit quoi? On a fait 3500 votes à l'échelle nationale. Il m'a dit bravo. Il m'a dit bravo. Il ne m'a pas jugé. Il n'a pas essayé de savoir. Il m'a dit Adama, bravo. À un moment donné, nous, on a toujours été clairs. On n'est pas dans la division. Nous, on pointe du doigt la racaille au col bleu. On va les nettoyer au Karcher tolérance zéro. Car comme j'ai expliqué auparavant, ils ont signé un code de déontologie. Ils ont fait une formation de 12 mois pour être fonctionnaire d'État. Ensuite, ils ont fait une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat de police afin d'avoir l'expérience, une certaine expérience pour être gardien de la paix. Et ça, on ne peut pas le tolérer que des policiers qui ont fait toute cette formation-là, payée par le contribuable, et se permettent aujourd'hui de faire du sale dans les quartiers, de faire du sale dans les banlieues, de faire du sale dans les mobilisations des Gilets jaunes, de faire du sale lorsqu'ils étaient à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont tué un être humain là-bas, ça ne faut pas l'oublier, et etc., etc., etc. Encore à Drancy, il y a un policier, 3 policiers qui vont interpeller un jeune alcoolisé, et au final, de 36 ans, au final, il meurt, étranglé. Ils sont 3.
Même moi, Adama Traoré, avec 2 collègues à moi, on a un alcoolisé, on va tout lui faire, mais on va jamais le tuer. Comme aujourd'hui, 3 policiers qui ont un mec alcoolisé en face de lui, en face d'eux, il arrive à mourir à la fin, la personne. C'est qu'il y a un problème de formation, s'il vous plaît. Il faut arrêter de voir le policier, il a tué. Ouais, ok, il a tué le policier. Ça, il va le payer. Tant que nous on est vivants, quand on va être en place, il va le payer tôt ou tard. Ça, c'est pas le problème. Mais ensuite, il y a un problème de formation, s'il vous plaît. Il y a un problème de formation. Et le premier fautif par rapport à ce problème de formation, c'est l'État. C'est ce projet sociétal. C'est qu'on veut quoi comme police en France? Moi, je suis pour la police. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis pour la police. Je suis pour la police. Mais la police sociale. Pas des assistants sociaux, non. De la police sociale autoritaire, qui ont un code de déontologie. Ils savent interpeller, comment interpeller, preuve de discernement, ne pas tirer pour rien, avant de tirer, faire 2 sommations, comme le demande la loi. Voilà, avoir un cadre. Mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on a des policiers qui peuvent se permettre toutes les folies et qui sont protégés par leur hiérarchie. S'il vous plaît. L'institution policière est trop corporatiste. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Et vous avez bien vu, j'étais tête de liste pour les européennes de mai 2019. Vous avez bien vu, je lutte au quotidien contre la racaille au col bleu. Mais à côté de ça, je tiens un discours d'amour, de paix et de dignité pour tous les autres policiers intègres. Et moi, j'ai parlé avec plus de 150 policiers en activité. Plus de 150 policiers en activité. Moi, Adama Traoré, j'ai parlé avec eux. Et ils me disent quoi, Adama? Et nous, c'est un travail. Nous, quand on vient au travail, mais on a une femme, on a des enfants, on veut rentrer chez nous. Quand moi, je viens travailler, je vais rentrer chez moi derrière. Moi, il me dit, Adama, quand moi, je viens dans un quartier, j'interpelle un petit jeune, au bout de 3 jours, il est relâché. Eh bien, il y a un problème de justice, Adama. Moi, je lui dis quoi? Eh bien, t'as vu, nous, lorsqu'on voit un policier qui met une matraque de 10 cm dans l'anus de Théo, et que tous ses collègues aussi, et personne n'est inquiété, eh bien, nous aussi, on dit, il y a un problème de justice. Il me dit, ouais, mais Adama, aujourd'hui, la politique, il se joue de nous afin de nous diviser. Je fais, mais nous aussi, on a ce même sentiment, que la politique se joue de nous afin de nous diviser. La preuve, tous les samedis, vous vous mettez face aux gilets jaunes. Vous vous mettez face aux gilets jaunes sans directive concret et sans essayer de trouver des solutions pour éradiquer le phénomène des gilets jaunes. Donc, il me dit, mais Adama, nous, on déteste ces syndicats. Pour preuve, moi, je ne suis pas syndiqué. Un policier me dit ça, moi, je ne suis pas syndiqué. Je lui dis, mais nous aussi, c'est la même chose. On déteste ces syndicats. Parce que les syndicats, ils font de la politique avec vous. La preuve, Alliance Police Nationale, en 2017, grand repas au Trocadéro, avec des chefs d'État, avec des anciens chefs d'État, avec des chefs d'entreprise. Ils se gavent avec l'argent de leurs adhérents. Car plus de 80% des policiers sont syndiqués. Car les syndicats en France policiers, ils ont un pouvoir incroyable. Ils ont le pouvoir de la mutation. Ils ont le pouvoir de l'élévation professionnelle. C'est incroyable. Un syndicat en France, policier, il a le pouvoir de la mutation, c'est-à-dire un policier, il a grandi dans le sud de la France, il se retrouve dans 93 dans Aulnay-sous-Bois, dépaysement, il n'a pas sa famille autour de lui, il est dégoûté, il est obligé de rester 5 ans dans cet environnement, mais dès qu'il veut retourner dans le sud près de sa famille, eh bien, il est obligé de passer par un syndicat pour que ça va plus vite. C'est pas normal. Exemple, pour l'élévation professionnelle, si tu es syndiqué, tu as plus de chances de monter très vite. Exemple, Béchiza. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, qui a été policier exactement de 1993 à 1995. Ensuite, il est monté jusqu'au plus haut grade, qui a gagné 4 000 € par mois, mais il a été que syndicaliste. Il n'a jamais été sur le terrain. M. Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, quand je raccroche, allez taper sur Internet. C'était tellement l'ami de Sarkozy que M. Béchiza, c'est un préfet hors cadre. Ça veut dire même si demain, il n'est plus maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, eh bien, il est préfet. Et un préfet hors cadre, je crois par rapport au nombre d'années, il a une retraite à vie. Mais une retraite de 3 000 €, je crois, un truc comme ça. S'il vous plaît. Et nous, Français, c'est nous, on paye tout ça. C'est vous, les 200 personnes, vous payez tout ça, s'il vous plaît. Hey, au moment donné, il faut s'instruire. La clé d'une révolution durable passera par l'instruction. La clé d'une révolution durable passera par l'instruction. Vous avez bien vu, depuis tout à l'heure, je parle. Il n'y a aucun discours de haine. Il n'y a aucun discours de division. Il y a l'instruction, je vous donne des faits historiques, des dates historiques. Je vous donne des textes de loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne peut plus rester comme ça, comme des chiens de faïence. Regarde, quelqu'un me dit, Bilal, il me dit quoi? Pauvre de toi, tu défends les keufs maintenant. Pauvre de toi. Par exemple, Bilal, eh bien, c'est ce genre de discours qu'à un moment donné, moi, à titre personnel, je ne peux plus entendre. T'es Bilal, faire une révolution, c'est pas sur Internet à travers un réseau social. T'as demandé ce genre de discours, c'est ça qui nous fait défaut. Moi, je parle même pas aux jeunes de quartier, à la majorité silencieuse en règle générale. Car, moi, quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, je serais prêt à l'entendre.
Je serais prêt à l'écouter. Moi, une personne qui veut vraiment solutionner le fait qu'il y a des policiers racistes, certains policiers racistes, délinquants ou haineux qui viennent dans nos quartiers faire du sale, qui veut trouver une solution, moi je serais prêt à l'entendre. Mais une personne aujourd'hui qui est que derrière son réseau social, qui insulte, qui dénigre, qui parle pour rien, qui ne trouve pas de solution, qui ne se met pas lui-même en danger, qui ne sait pas de s'organiser, et bien moi ce mec-là je ne peux plus l'entendre. Et nous on a toujours été clairs, nous. Continue et nous on peut débattre en live avec toi. Johnny, ah ben avec plaisir. Attends, j'ai mon casque. Attends, je vais chercher mon casque. Attends, je crois que j'ai mon casque en plus. Bien sûr, on va débattre en direct. Ça qui veut débattre en direct, avec plaisir. Avec plaisir. Ah, j'ai mon casque en plus. Magnifique. Eh, dans Prod pour un fou, les gens, putain, ils me regardent. Bien sûr, qui veut débattre en direct, je rentre dans ma voiture, comme ça je serai plus à l'aise. Attendez, je rentre dans ma voiture. Ça qui veut dans direct, il peut. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler avec moi en direct, il n'y a pas de problème. Ah, là, je suis dans ma voiture, je suis plus à l'aise. Regardez, j'ai mon casque. Soit qui veut parler en direct avec moi, qui veut faire un débat par rapport, c'est quoi la place du policier en France? C'est quoi le rôle d'un policier? C'est quoi les prérogatives d'un policier? C'est quoi l'histoire de la police? Car lorsque la personne va me demander en direct, il faut qu'elle soit sûre de son propos. Si la personne elle vient en direct pour déverser un message de haine, croyez-moi, elle va se foutre la honte devant 200 personnes. Car moi, je vais vous faire un étalage simple de l'histoire de la police. La police elle a été créée exactement en 1804 par Napoléon, qui a créé les préfectures. Et les grandes préfectures connues, c'est la préfecture de Lyon et la préfecture de Paris. Lorsqu'il a créé les policiers, c'était même pas la police, c'était la police municipale, exactement. Il n'y avait pas de police nationale. Lorsqu'il a créé la police municipale, c'était pour mater les révoltes qu'il y avait eu. Ça l'avait choqué, la révolte qu'il y avait eu par rapport aux royalistes. Exactement, en 1811, il y a eu exactement Vidocq. Vidocq, c'était un ancien délinquant. Et Vidocq avait réussi à trouver une solution par rapport à un attentat qui a voulu être commis par rapport à Napoléon. Et Vidocq, il a créé la police d'investigation, la police judiciaire en gros. Lorsque il y a exactement la révolution de 1948, ils ont créé, en 1870, désolé, lorsqu'il y a eu la guerre face à la Prusse, en 1870, ils ont changé des sergents Davis pour passer aux gardiens de la paix. Il n'y avait pas beaucoup de policiers à l'échelle nationale. Et les policiers, c'était très mal utilisé, comme à notre époque. Il ne faut pas oublier exactement, en 1891, le massacre de Fourmi. Exactement, en 1804, on a créé les syndicats. En 1991, il y a eu le massacre de Fourmi. Il faut connaître notre histoire lorsqu'on parle des policiers. Exactement, il y a eu la brigade des Tigres. Exactement, la brigade des Tigres, c'est exactement en 1909. Monsieur Clémenceau, ça ne l'oubliez jamais. C'était une police politique. Ensuite, il y a eu l'arrivée de ce traître de maréchal Pétain. Ce traître de maréchal Pétain, il a créé la police en 1941. Et les ancêtres des CRS, c'est les CMR. Allez vous renseigner sur ce que je vous raconte. Hein. C'est les CMR, les ancêtres des CRS. Et lorsqu'il a créé la police nationale, non, du moins, lorsqu'il a repris la police nationale, ce traître de maréchal Pétain, c'était pour mater, pour faire du mal aux juifs, aux communistes et aux francs-maçons. Il n'y avait pas de noirs et arabes en ce temps-là. Pour ceux, voilà. Et ça n'a jamais changé. Jusqu'à nos jours. Donc, lorsque moi, une personne va me prendre en direct, il faut qu'elle soit sûre de ce qu'elle va dire. Car moi, j'ai grandi dans une cité à Aulnay-sous-Bois qui s'appelait KDF, Killer de flics. Car moi, plus de 80% des fois, j'ai mis un pied dans un commissariat, c'est par rapport au fait qu'on m'a pointé du doigt que j'ai brûlé une voiture de police, que j'ai cassé une voiture de police, que j'ai aspergé la bombe lacrymogène à un policier. 80% des fois, j'ai mis un pied au commissariat, ils sont venus chez moi, avec un jour, ils sont venus chez moi à plus de 30 policiers, avec des chiens. J'avais même pas 17 ans. Ça veut dire, moi, je suis pas une personne qui fait de la démagogie par rapport aux policiers, là. Je suis là à faire de la politique. Je suis pas un politicien, j'ai été clair, moi. Les gens qui ont des discours de victimes, ils n'ont rien à faire sur notre page La Révolution est en marche. Nous, on est des révolutionnaires qui faisons de la politique. Nous, on prend le rapprochement police-population, car nous, moi, à Aulnay-sous-Bois, aux 3000, il y a plus de 15 policiers en activité qui sortent des 3000, qui ont grandi dans les mêmes misères que nous, mais qui sont policiers, et qui sont fiers d'être policiers. Car eux, lorsqu'ils sont policiers, ils font du bien. Jamais ils vont tolérer, en face d'eux, quelqu'un qui va faire du mal à un petit jeune de quartier, exemple. Jamais. Et comme je vous l'ai expliqué, Oumar Ndiaye, son petit frère, c'est un policier en activité, et Oumar Ndiaye, c'est le numéro 2 de la Révolution est en marche. Donc moi, quand je vois des petits messages de personnes faibles d'esprit qui sont là dans la division sans essayer de trouver des solutions, vous n'avez rien à faire sur la page La Révolution est en marche.
Et ça, nous, on a toujours été clair. Ceux qui suivent le mouvement, la révolution est en marche, depuis le début, on a toujours été clair, on n'a jamais été dans la division, nous. On a toujours été dans l'équité, dans la justice. La banlieue doit se réunir. C'est pas que les banlieues, faut arrêter, même ça, il faut sortir de ça, Foued, s'il te plaît. C'est la majorité silencieuse en règle générale. Et moi, j'ai été à 3 mobilisations des Gilets jaunes. On a les mêmes revendications. On a les mêmes besoins. On a les mêmes envies de démocratie. À un moment donné, il faut élever le débat. Que tu sois en banlieue, que tu sois en zone rurale, que tu sois en zone périphérique. À partir du moment où tu prônes que l'humain soit entouré de justice, eh ben, on peut se réunir. Mais le problème, c'est l'ego. Le problème, c'est entre nous. Attends. Le problème, c'est entre nous. Bon, attendez, là, il y a des mecs qui sont en galère. Attends, je vais sortir. C'est bon? Pas la peine? Je suis en direct, t'as 200 personnes en direct. Tu veux pas que je recule? Non, c'est bon. Ah, c'est pas Le pire, c'est ça, et on va essayer de... y a pas de souci, mon ami. Vas-y, magnifique. Magnifique, pas de souci. Donc, en gros, voilà. Désolé, ça, il m'a donné chaud, le mec, avec son commentaire. Pourquoi est-ce que... Parce que nous, pourquoi on a fait la révolution? Faut comprendre pourquoi nous on a fait la révolution. On se dit, à qui profite le crime? À qui profite cette division? Regardez comment ils nous mettent les policiers en face de nous sans formation afin de vraiment jauger la dangerosité qu'ils ont en face d'eux. Regardez avec les gilets jaunes. Oui, je t'ai vu en manif, on est tous pareils. Oui, voilà. Oui. Ah, merci beaucoup, madame. Ah ouais, je suis tellement déterminé depuis tout à l'heure, j'ai oublié ma pochette. Merci, madame. Ah, c'est gentil. Voilà, ça, il me fait une équipe, là. Depuis tout à l'heure, j'ai un public en face de moi. Merci beaucoup. Ils sont venus, ils sont super gentils. Vous voyez, les gens, regardez les gens, putain, ils sont entendent mon discours. Voilà, ils me disaient, Adama, attention, t'as oublié ta pochette, ils sont en train de rigoler, ils me regardent, ils sont en train de fumer leur clope, ils sont en train d'écouter le discours, ils voient le discours, il est cohérent. Voilà, faire montrer que les gens, en France, on a vraiment la chance de pouvoir vraiment vivre en communion. Mais si à un moment donné, on n'avait pas le débat politique, si à un moment donné, on ne sait pas trouver des solutions. Et moi, je sais très bien qu'il y a des policiers racistes, délinquants et haineux, je le dis depuis le début. J'ai eu 17 jugements. Et ceux maintenant qui doutent de tout ça, eh bien, venez le 21 juin. Le 21 juin, je serai à mon 18e jugement. Le 21 juin, à Paris, au tribunal de grande instance de Paris, à Porte de Clichy. C'est à 13h30. Venez. À un moment donné, c'est bien beau de parler derrière un réseau social. Mais lorsque la personne elle est devant des juges, lorsque la personne a un risque de la prison ferme, car j'ai déjà été condamné à 10 mois de sursis, 2800 € d'amende, mais la mairie d'Aulnay-sous-Bois et le procureur ont fait appel. Car ils voulaient m'interdire de la fonction publique. Ils voulaient m'interdire de mandat électif. Ils voulaient m'interdire de la préfecture de Bobigny. Ils voulaient m'interdire de la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Ils voulaient mettre une mention sur mon casier judiciaire, mon bulletin numéro 2. Et bien tout ça, avec une défense incroyable de l'avocate Maître Semama, et avec notre détermination, lors du jugement, la salle a été pleine, et bien on a gagné tout ça. Nous. On a gagné en gros ce jugement. C'est-à-dire les 10 mois de sursis qu'ils m'ont mis, plus les 2400 € d'amende, 2800 € d'amende, désolé, c'était juste pour faire plaisir, je crois, à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Car qu'on ne veuille pas, la justice, aujourd'hui, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est tous des frères et des sœurs. Et vous voyez, je suis encore déterminé. Et moi, chez moi, quand je l'ai dit tout à l'heure à la personne qui parlait des policiers, moi je défends les policiers, c'est que je défendrai toujours les policiers intègres. Je défendrai toujours une réelle police qui est proche de la population. Je défendrai toujours une police sociale. C'est une police sociale, je ne veux pas d'assistance sociale, ils ne sont pas là pour être nos amis. Mais lorsqu'il va interpeller une personne, il va faire preuve de pédagogie. Il va lui expliquer pourquoi il lui met l'infraction. Il va essayer de trouver une solution intelligente. Il va pas prendre de haut la population. Lorsqu'il va voir une personne assez vindicative en face de lui, vu qu'il a fait une formation, eh ben, il va faire preuve de recul. Appelle les gens de banlieue, appelle les gens de cité, c'est nous qui sommes les plus touchés. Tu as vu comment on est nombreux. Sarah, pourquoi personne ne bouge? Sarah, je vais dire pourquoi personne ne bouge. Comment tu veux avoir de l'amour dans ton cœur lorsque tu survis? Comment tu veux aimer ton prochain lorsque tu survis? Comment tu puisses avoir confiance en ton voisin lorsque ton propre voisin, lorsque on lui donne un pouvoir politique dans ta cité, il est prêt à te tuer pour juste une voie électorale, juste pour avoir quoi? Une formation, ou un job à la mairie, ou un téléphone de fonction. Et à un moment donné,
Tout est politique. Et si ça, on l'a pas compris, on est mort. Et moi, mon grand frère, il a fait des émeutes. Moi, j'ai fait, je crois, laisse tomber. Mes petits frères, laisse tomber. Toute mon génération, on a fait des émeutes. Aujourd'hui, les politiques, ils n'ont jamais essayé de trouver des solutions. Mais à chaque fois, ils sont réélus. C'est pas normal. C'est comme si demain, tu as une société, t'embauches un patron qui doit gérer ta société, mais ce patron-là, il fait couler ta société, mais toi, tu augmentes son salaire. Et bien nous, sans le vouloir, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on ne s'est jamais dit que pourquoi nous, on ne s'organise pas politiquement? Pourquoi nous n'élève pas le débat politique? Pourquoi nous, aujourd'hui, on est dans une démocratie représentative où lorsqu'une personne est élue, il n'a aucune obligation à rendre à la population qu'il a élue? Et ça, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder les textes de loi. C'est incroyable. À un moment donné, il faut que nous, on se réapproprie cette arme institutionnelle. Mais nous, le mouvement de la Révolution Tamache, ça a toujours été clair. C'est un mouvement citoyen et politique, qui a pour vocation de prôner le savoir vivre ensemble et le faire ensemble, comme je le fais depuis tout à l'heure avec l'institution policière, ou du moins les policiers intègres. Le réveil social, comme tu le dis, Sarah, car si on n'est pas réveillé socialement, eh ben, on ne pourra jamais avancer ensemble, la population française, mais surtout gommer les inégalités sociales. Car à partir du moment que lorsque je parle, il y a une personne qui voit un noir, ben, la personne dit elle n'a rien compris. Car il ne faut pas oublier que la sémantique noire, c'est une sémantique quand même qui date d'un ancien temps, où noir voulait dire esclave. Moi je suis un Français autochtone. Car depuis tout à l'heure, je m'exprime en français en face de vous. S'il vous plaît, bon moi je vais m'en arrêter là, car j'en ai trop sur le cœur. Car la France, elle mérite mieux que ça. Voilà, faut pas oublier que les gens voient toujours le verre à moitié vide. Moi je vois le verre à moitié plein. Exactement le roi Charles X. Exactement, si je ne me trompe pas, c'est en 1322, avant l'épopée de Jeanne d'Arc. Voilà, il a aboli l'esclavage sur les terres de France. Voilà, moi quand je vois en 1791, même si moi à titre personnel, la Révolution française, la première révolution, j'ai beaucoup de choses à lui pointer du doigt. Exemple, le massacre qu'ils ont fait aux Vendéens. Une grosse dédicace à tous les Vendéens. Le massacre qu'ils ont fait de 80 000 à 250 000 personnes. Incroyable. Et ça, c'est la République française. Hein. Voilà. Mais voilà, au moins, ils avaient aboli l'esclavage. Voilà, aujourd'hui, la France, elle a une belle histoire. Il y a des belles choses à... On doit se servir du passé, au moment présent, pour avancer dans le futur. Mais si on voit toujours le tableau noir, mais on voit pas... On voit toujours le côté néfaste, mais on voit pas le côté... Il faut plus d'amour, en gros. Désolé, je suis fatigué, car je suis dégoûté. Car je me dis, si ne serait-ce pour les Européennes, on aurait une prise de conscience collective, on aurait fait 5%, on aurait pu faire bouger les choses, puis ça aurait été incroyable. Mais voilà, nous on est patients, on s'est donné 10 ans, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, quand je parle même de la police, ça peut créer des crispations, le fait que je dise qu'il y a des policiers intègres. Là, vous voyez, il y a un gros problème. Il faudrait réinstaller ce qu'on appelait la police de proximité qui connaissent mieux les gens et faisaient très bien leur travail de gardien de la paix en veillant sur la sécurité dans les bus, etc. etc. T'as vu, Sokna? Je vais te dire une chose peut-être qui va te choquer. Mais la police de proximité, ils l'ont jamais enlevée. Il y a la police municipale. La police municipale, c'est une police administrative. La police nationale, c'est une police judiciaire. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Pour preuve, l'autorité suprême, on va dire, de la police municipale, c'est les maires des villes. L'autorité suprême on va dire, de la police nationale, c'est le ministre de l'Intérieur. Pour te démontrer par A plus B, c'est pas le même travail à la base. Mais aujourd'hui, on a des maires des villes, exemple comme à Aulnay-sous-Bois, le maire Bruno Béchiza, qui pense que la police administrative doit faire le travail de la police judiciaire. Pour preuve, ils font même des descentes dans des terrains de drogue, alors que c'est pas leur travail. Car le jour qu'il y a un policier de la police municipale qui meurt demain, j'espère vraiment pas, sur un terrain de drogue, eh ben, il devrait y répondre. Car c'est pas le travail de la police municipale. Elle est là la réalité. Et à un moment donné, on a tous un devoir. On a tous un devoir de connaître c'est quoi la police nationale. On a tous le devoir de connaître c'est quoi la police municipale. Cette démagogie, elle est faite par les politiques de gauche, ces gauchistes de merde. Tous les gauchistes de merde, là, le PS, la France Insoumise. Désolé, hein, je suis cru, hein, parce que moi, à titre personnel, pour moi, toutes ces politiques, ceux qui ont tué nos quartiers, en nous faisant croire que lorsqu'on grandit dans une cité, on est forcément de gauche. On n'est ni gauche, on n'est ni droite. Parce qu'à preuve du contraire, j'ai une main gauche, j'ai une main droite. On est juste des humanistes ou des capitalistes. Et moi, je suis un humaniste. Au sein du mouvement La Révolution Tamache, on est tous des humanistes. Et aujourd'hui, lorsque moi je vois que cette démagogie elle est faite, alors qu'aujourd'hui quand on voit exemple à Pierrefitte, ou là-bas c'est le PS, ils ont armé la police municipale, désolé, c'est le PS qui a armé la police municipale, ils les ont armés. Donc, il faut arrêter cette démagogie-là. C'est à nous d'être dans les instances exécutives,
C'est à nous d'être dans les instances législatives, sans haine, sans violence, sans insulte, pas être contre un système, mais être pour la population, car à partir du moment où on est contre un système, on personnifie un combat. À partir du moment où on lutte pour la population, on donne sa vie à la majorité silencieuse. Point. Même les élections, c'est truqué, tout est bien calculé. Non, c'est faux, ma soeur. Les élections ne sont pas truquées. En France, c'est un vrai problème de démocratie. C'est totalement différent. En France, bon, je vais faire un peu d'histoire. Nous sommes dans un régime républicain. C'est quoi la République? Il y a un dénommé Platon, exactement, qui faisait partie de la Grèce antique, avant Jésus-Christ, qui a fait 40 manifestes. Et dans ces 40 manifestes, il a fait 10 manifestes par rapport à la République. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, tout le monde connaît le mythe des cavernes, entre la réalité et l'actualité. Ensuite, il y a eu exactement Jean Bodin. Jean Bodin, c'était dans le XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Il a fait exactement les 6 livres de la République, où il a créé la souveraineté. Ensuite, c'est les royalistes qui ont pris la souveraineté. Ensuite, il y a eu Montesquieu. Montesquieu, il a créé exactement la séparation des pouvoirs. Mais lui, Montesquieu, comme il avait réfléchi à la séparation des pouvoirs, c'était pas une séparation des pouvoirs comme ils veulent nous le faire croire aujourd'hui. Lui partait du principe que l'État central doit garder le pouvoir, mais il décline le pouvoir en 3 entités: législatif, exécutif et judiciaire. Ensuite, il y a eu Napoléon, avec la République qu'on connaît, etc. Donc, du moins, il y a eu exactement 5 républiques. Il y a une république exactement de 1792, on va dire, 11-12 à 1799. Il y a la deuxième république exactement de 1848 à 1852. Il y a la troisième république exactement de 1870, on va dire ça comme ça, la guerre, on va dire là. 1870 à 1939, désolé. Ensuite, il y a la quatrième république exactement de 1946 à 1958. Et là, on est dans la cinquième république. Pourquoi je fais ce cours d'histoire? Car lorsqu'on connaît l'histoire, on a toujours vu que les régimes républicains, ils ont toujours privilégié l'argent, l'oligarchie, l'aristocratie. Ils n'ont jamais donné le pouvoir au peuple. Pour preuve, pourquoi j'ai une vraie crise de démocratie, nous on a fait les élections européennes. Lorsqu'on a fait les élections européennes, je vais être clair avec vous, c'était pour analyser déjà comment se déroule une élection à l'échelle nationale. Car on savait très bien que la majorité silencieuse, n'était pas assez réveillée politiquement afin de voter pour nous. Mais on a dit, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Un régime républicain s'oppose à un régime démocratique. Mais un régime républicain a des valeurs démocratiques. Et dans ces valeurs démocratiques, il n'y en a pas 100 000, il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, il y en a 3. La première des valeurs, c'est que le suffrage universel. Le suffrage universel direct. Deuxième des valeurs, c'est faire en sorte que n'importe quelle personne de la société civile peut être un jour président de la République. Troisième des valeurs, c'est la concertation. La première des valeurs que je vous ai expliqué, c'est on va dire la concertation. La concertation, normalement, lorsque nous on a fait les élections européennes, normalement, l'État français aurait dû faire en sorte qu'on ait une réelle visibilité afin de défendre notre projet. On n'a eu aucune visibilité. Les médias nous ont diabolisés. C'est juste incroyable, ça fait même peur. Ensuite, deuxième des valeurs, c'est le suffrage universel direct. Comment aujourd'hui on veut que des personnes puissent voter pour une liste, si on doit imprimer des bulletins, on parle toujours de 10 voire 11 millions d'euros. En Italie, en Allemagne, c'est comme un QCM. C'est-à-dire c'est l'État qui imprime un document administratif et lorsque les personnes vont voter, ils remplissent un QCM. Il y a leur nom, ils mettent une croix pour qu'ils votent et c'est réglé. Comment ça se fait en France, on n'a pas ce principe-là? Un principe hyper simple qu'on peut mettre en place. Ça va être écolo. Et les écologistes, on les entend pas là, les écologistes. Hein. Eux, ils impriment. Hein. Les écologistes, ils impriment du papier, alors que les papiers, c'est des arbres. Hein. Mais eux, ça les dérange pas. Mais normalement, ça fait déjà longtemps que tu passes au QCM ici, en France. Troisième chose, la concertation. Non, le suffrage universel direct, j'en ai parlé. La concertation, j'en ai parlé. Et que n'importe quelle personne de la société civile peut être un jour président de la République. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse faire en sorte que moi, Adama Traoré, un jour, je peux être président de la République française, alors qu'aujourd'hui, être président de la République, c'est un accoutrement, c'est une allocution, c'est une façon d'être. Alors qu'à la base, moi, je pars du principe que à partir du moment où une personne parle pour le peuple, il peut être président de la République. Exactement, Jeanne d'Arc, une femme que je respecte. Je ne sais pas comment ça se fait que le Rassemblement national, ils ont réussi à récupérer l'effigie de Jeanne d'Arc. Moi, j'aurais bien aimé qu'un jour, on me l'explique. Car Jeanne d'Arc, ce qu'elle a fait, exactement, si je ne me trompe pas, c'est exactement en 1332, ensuite de 1332 à 1332 à 1342, si je ne me trompe pas, mais voilà, en gros, au XIVe siècle, ce qu'elle a réussi à mettre en place, personne n'a réussi à le mettre en place. Et Jeanne d'Arc, elle disait quoi? Une personne qui maîtrise la langue de Molière, c'est une personne qui parle pour le peuple. Une personne qui maîtrise la langue de Molière, c'est une personne qui parle pour la majorité silencieuse.
Une personne qui maîtrise la langue de Molière, c'est une personne qui parle pour éveiller les consciences. La lutte intelligente. Et au jour d'aujourd'hui, comment ils ont accaparé le pouvoir politique, comment ils ont accaparé le pouvoir du vote, fait qu'aujourd'hui, une personne comme moi, c'est impossible avec comment il régit le gouvernement, les parlements, les collectivités territoriales, le millefeuille administratif et tout, impossible que je sois un jour président de la République. Et bien c'est ça qu'il faut qu'on essaie de changer. Continue comme ça fait pas très longtemps que je te suis et j'admire ce que tu fais. Il n'y a pas que des paroles, il y a beaucoup d'actions sur le terrain, j'aime ta façon de penser. Et bien t'as vu Laurent Djijou, c'est que l'humour qui sera notre force. C'est moi là-bas, je suis juste votre porte-parole. Comme moi je dis aux gens, moi je suis votre loup alpha. Je suis pas un loup oméga. Ceux qui connaissent appeler les loups, voilà. Moi je suis un loup alpha. Et quand moi je dis, c'est vous qui me tenez en laisse. C'est la population qui me tient en laisse. C'est à vous de me lâcher. C'est à vous de lâcher la laisse. Laissez-moi dans la bergerie de ces politicards de merde. Vous allez voir comment on va les choquer. Mais quand je dis des grossièretés, ils sont mesurés. Car un révolutionnaire connaît le poids des mots. Un révolutionnaire qui fait de la politique, il connaît le poids des mots. Et si vous regardez toute cette allocution que j'ai faite depuis tout à l'heure, vous allez voir que les grossièretés que j'ai dit, ils sont réfléchis. Car à un moment donné, pour percuter certaines personnes, il faut nommer les choses comme elles se doivent. Et au jour d'aujourd'hui, la politique qu'on a à l'échelle nationale, elle est trop de bas étage. Elle est trop merdique. S'il vous plaît, ils ne veulent pas élever le débat politique. Pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas élever le débat politique? Je vais vous donner un exemple hyper simple. Et après, je m'en arrête là. Je fais des vidéos tous les jours. Je fais des vidéos comme celle-ci, sur ma page personnelle, où je peux faire facile des 1 heure, je ne m'arrête pas de parler. Sur ma page Facebook, La Révolution Thomas, je ne faisais pas beaucoup de direct car je voulais faire comprendre aux gens que moi, je ne suis pas dans le buzz. Car j'ai une page Facebook où il y a plus de 34 000 followers. Sur cette page-là où vous êtes, vous, les 169 personnes, il y a plus de 34 000 followers. Mais moi, si je fais de la politique citoyenne, c'est pour conscientiser les gens. Et nous, si on avait conscientisé ne serait-ce que 2 personnes, pour nous, c'est une victoire. Pour preuve, on a 3500 êtres humains en France qui ont voté pour la liste démocratie représentative. C'est énorme. Mais beaucoup de personnes qui diabolisent les médias veulent que moi je passe dans les médias. Et moi j'ai toujours été clair. Jamais de ma vie j'irai sur un plateau télé. Jamais de ma vie j'irai sur TF1, ni sur M6, ni sur CNews, ni sur BFM TV. Peut-être LCI, et encore. LCI c'est TF1, pour moi c'est la même chose. Vous allez voir pour la présidentielle. On va y être nous à la présidentielle. Vous allez voir, je serai candidat moi à la présidentielle. C'est une certitude, on a déjà 15 signataires. Je serai candidat à la présidentielle. Ils vont venir aux 3000. Ils vont venir à Aulnay-sous-Bois. On verra si Macron et tous leurs sbires viendront à Aulnay-sous-Bois faire un débat démocratique devant la majorité silencieuse. Ils viendront à Notre-Dame-des-Landes. On va faire un débat démocratique à Notre-Dame-des-Landes. Devant la population, pas devant leurs caméras, pas devant leurs médias, devant la population. Et on verra si ces personnes-là, ils sont crédibles. On verra si ces personnes-là, lorsqu'ils n'ont pas leur plébiscite, costard-cravate, où il y a un prompteur qui dit applaudissez, où tout le monde applaudit. Là, c'est la population qui va entendre. On va les ramer dans des stades de foot, ces gens-là. Mais moi, Adama Traoré, j'ai été clair. Jamais de ma vie, vous me verrez sur un plateau télé. Jamais. Au grand jamais. Et vous verrez par vous-même. Les paroles s'envolent, les écrits restent et les actes parlent d'eux-mêmes. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.